Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Wellness Impact. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial avec nous, Jérôme, le fondateur de Suits. Jérôme a un parcours fascinant et inspirant, vous allez voir ça, et je suis plus que ravie qu'il puisse le partager avec nous aujourd'hui. Né dans une famille modeste, Jérôme a passé près de 15 ans de sa vie à vivre en caravane. Connaissant l'exclusion sociale de près, il a très tôt compris que la vie ne serait pas un long fleuve tranquille. Son prof de sociologie de l'époque lui a ouvert les yeux sur la reproduction sociale, un concept qui l'a profondément marqué. Après un bac ES, Jérôme rejoint la police nationale où il assure la protection rapprochée de personnalités connues, comme par exemple notre ancien président de la République, M. Sarkozy. Mais Jérôme ne voulait pas seulement protéger une personne, il voulait en protéger des centaines. Et c'est ainsi qu'en 2009, il fait son entrée dans le monde de l'assurance, où il excelle rapidement et se hisse dans le top 15 des vendeurs sur 1500 au niveau national. Passionné par le développement personnel également, influencé par des figures comme Franck Nicolas ou encore Anthony Robbins, Jérôme utilise son sens de l'écoute, son organisation, son ambition et sa détermination pour devenir formateur puis manager d'une équipe commerciale. Mais il réalise qu'il n'est plus aligné avec la stratégie de son entreprise, trouvant que l'innovation manque cruellement dans les produits qu'il vend. En 2017, il lance un réseau de courtage en assurance, Oracle, où il recrute une trentaine de personnes. Mais des erreurs de structuration et un mauvais partenariat l'obligent à fermer l'entreprise 3 ans plus tard. Ne se laissant pas abattre, Jérôme rebondit encore en 2021 en créant Suits, avec une approche plus structurée et une ambition renouvelée. Aujourd'hui, Suits est la première assurance santé bancarisée en France. Ils ont récemment été présentés sur BFM Business et sont en pleine levée de fonds pour accélérer leur croissance. Jérôme va nous partager son incroyable parcours, les défis qu'il a surmontés et sa vision pour l'avenir avec Suits. Nous parlerons de la naissance de cette entreprise, des besoins spécifiques des professionnels du bien-être que Jérôme a cherché à combler, de l'importance de démocratiser les pratiques du bien-être, des plus grands défis et échecs qu'il a surmontés, ainsi que des qualités essentielles pour réussir en tant que solopreneur dans ce secteur. Restez avec nous pour une conversation passionnante et inspirante. Et je vous laisse à notre conversation. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être venu sur Wellness Impact. Je suis ravie de t'accueillir. On va partager pas mal de choses aujourd'hui et surtout sur ton parcours d'entrepreneur. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans l'épisode, ton parcours d'entrepreneur aux 1000 vies, aux 1000 facettes. Merci en tout cas Léa pour cette invitation. C'est un plaisir en tout cas pour moi de partager ce moment avec toi. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Je trouvais le moment de convivialité plutôt sympa et l'invitation aussi. Donc en tout cas, je suis très heureux d'être avec toi ici. Merci beaucoup. Et effectivement, sur Wellness Impact, j'aime recevoir des entrepreneurs qui sont dans le monde du bien-être et élargi. Et Suits, avec ta boîte, est dans le monde du bien-être. Et on va en parler plus spécifiquement. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les parcours et ce qui t'a mené à créer cette entreprise aujourd'hui. Donc, on va vraiment parler de ça. Et je vais pouvoir te donner le micro un petit peu. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Enfin, je vais pas un petit peu te donner le micro, je vais beaucoup te donner le micro. Ouais, bien sûr. Non, mais je trouve effectivement ce format sympa de pouvoir justement partager, s'inspirer, écouter, comprendre effectivement comment les entrepreneurs fonctionnent. Et effectivement, pour te donner quelques éléments sur moi, j'ai 44 ans, je suis père de 2 enfants et effectivement, je dis souvent sur certains podcasts que j'ai eu plusieurs vies dans cette vie-là, un peu comme un chat, dans le sens où j'ai commencé ma vie dans un univers qui est complètement différent du monde de l'entrepreneuriat. J'étais fonctionnaire de police, si tu veux, je suis quelqu'un qui a grandi, on va dire à la base, dans un milieu social qui n'était pas forcément
des plus riches. Je vais te donner une anecdote par exemple. Moi, j'ai passé, pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai passé quasiment 10 à 15 ans de ma vie à vivre dans une caravane parce que tout simplement, je suis issu d'une famille plutôt populaire. Mon père faisait pas mal de déplacements en France. Je suis fils d'ouvrier, ma mère ne travaillait pas. Et on a comme ça arpenté, je dirais, la France dans une caravane qui nous permettait en tout cas d'être très mobile. Donc voilà, je suis issu vraiment de la classe, on va dire, plutôt modeste. Et effectivement, quand tu arrives après ton bac, quand t'as pas forcément été inscrit dans un modèle où on te dit il faut que tu fasses des études supérieures pour pouvoir demain devenir cadre d'une grande boîte ou quoi que ce soit, il y a pas forcément grand chose qui peut te sauver, si ce n'est effectivement, je dirais peut-être le monde du sport. Voilà, je voulais être prof de sport et puis après j'aimais bien effectivement l'idée de la fonction publique. Donc voilà, je suis rentré dans la fonction publique en tant que policier à l'âge de 18 ans. Et puis, c'est là où effectivement, j'ai eu la chance de travailler pour différents services. J'ai été tout d'abord dans un commissariat de police, après j'ai été CRS, et puis j'ai fini mes dernières années à faire de la protection rapprochée, notamment pour un homme qu'on connaît plutôt bien. Je faisais les voyages officiels de notre ancien président qui était Nicolas Sarkozy. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant quasiment 10 ans. Et puis au bout de quelques années, je me suis dit mais c'est sympa en fait de faire la protection d'une personne, mais j'étais pas forcément aligné parce que en termes de d'impact, si tu veux, sur la société, il me manquait quelque chose, tu vois. Et j'ai eu une opportunité de rentrer dans le domaine des assurances par la petite porte parce que j'avais pas forcément fait d'école de commerce, j'avais pas forcément je dirais fait d'études auparavant, et donc on m'a dit écoute, ouais, tu veux rentrer dans le monde des assurances, ça t'intéresse en fait de protéger les personnes, parce que quelque part le métier d'assureur c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui va aller protéger les autres, mais pour le coup t'as jamais rien vendu de ta vie, encore une fois voilà, tu viens de nulle part, et donc on va te proposer un contrat d'apporteur d'affaires, et je suis vraiment rentré par la toute petite porte où j'ai commencé par aller vendre des contrats d'assurance, et ça a duré, on va dire, quelques mois. Et puis après, très rapidement, je me suis familiarisé avec cet univers-là, pour lequel j'ai travaillé pendant là aussi une dizaine d'années en tant que sales, puis après formateur, puis après manager. Donc ça a duré quasiment une dizaine d'années. Et à la suite de ça, en 2017, c'est là où j'ai monté ma propre entreprise, un cabinet de courtage en assurance, et puis après effectivement Sioux, qui est une start-up aujourd'hui qui commence à faire un peu de bruit et dont on parlera peut-être par la suite. Donc voilà, 3 vies pour résumer. Une vie 10 ans dans la fonction publique, une vie quasiment 10 ans dans le métier d'employé, sales, on va dire manager dans une grande société d'assurance, et puis effectivement depuis 2017 maintenant à mon compte. Et voilà, c'est peut-être effectivement ce sujet-là qui est le plus pertinent dans ce podcast. Effectivement, c'est vraiment ta casquette d'entrepreneur, moi, qui m'intéresse, parce que je sais que tu m'avais confié que en 2017, ta première boîte s'était soldée par une fermeture. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc première expérience de je lance une entreprise. Alors déjà, comment ça s'est passé et comment ça s'est fini? Ouais, quand tu pars effectivement du monde du salariat, tu fais une rupture conventionnelle, tu prends un peu d'argent, tu as des projets plein la tête, tu dis c'est bon, ça y est, je vais pouvoir être libre et je vais pouvoir donner vie à tous mes projets. Ça, c'est sur le papier. Derrière, tu dis ok, maintenant je suis à mon compte, comment je vais pouvoir me lancer? Est-ce que je vais m'associer? Avec qui? Quel est le modèle que j'ai envie de développer? Moi, j'avais, si tu veux, un projet sur cette première entreprise-là qui était d'aller révolutionner le monde de l'assurance, parce que j'avais des copains qui étaient dans le marketing de réseau. Tu sais, tout ce qui est Herbalife, IAD et ainsi de suite, c'était des modèles qui, pour le coup, fonctionnaient plutôt bien. Et je me suis dit, il faudrait qu'on invente un marketing de réseau dans le domaine de l'assurance. Ou en clair, tu pourrais être client d'une compagnie et tu pourrais également parrainer des personnes dans ton entourage, et donc toucher des commissions sur toutes les personnes que tu parraines. Alors là, tu vois le côté un peu loufoque de la chose, parce que malgré tout, sur le papier, c'est sympa, mais ça demande des agréments, ça demande de la formation, et après, bon. Ok, qu'est-ce qui a bien marché? C'est que
En regardant un peu, on a réussi à monter ce marketing de réseau parce qu'on s'est accompagné d'avocats plutôt spécialisés dans le domaine. Et là où j'ai fait, donc ça a tout de suite pris parce qu'on a recruté une trentaine de personnes en l'espace de quelques mois. On avait des équipes à Orléans, à Tours, à Lille, à Marseille, et c'était en train d'exploser. Et c'était top parce qu'on s'est dit, on a comme ça 2, 3, 4, 5 personnes qui rentrent dans le réseau chaque mois, et donc ça allait super vite. Sauf que on s'est rendu compte que c'est pas le tout en fait, si tu veux, d'avoir des collaborateurs. Encore faut-il qu'ils soient plutôt efficaces. Et là, on a monté une maison qui quelque part était une sorte de coquille vide. Le problème, il est venu du fait qu'on a voulu aller trop vite dans justement le développement de cette entreprise. On n'a pas forcément pris le temps d'assainir les fondations, et il y a eu également un problème de avec qui je m'associe. Et je me suis associé avec mon meilleur ami de l'époque. Et là, si tu veux, j'ai pas compris que dans l'association, c'était pire qu'un mariage. Parce que tu allais parler effectivement d'argent, tu allais parler de développement d'entreprise, mais c'est pas parce qu'en fait on est potes dans la vie, tu vois, que forcément on va bien s'entendre dans la gestion d'une affaire. Pourquoi ? Parce que même si on dit qu'il faut que tu t'associes avec une personne qui a un mindset complètement différent du tien pour être complémentaire, tout du moins avec des compétences complémentaires aux tiennes, il peut avoir effectivement des compétences complémentaires aux tiennes, mais s'il a un état d'esprit assez différent du tien, là, à un moment donné, si tu veux, dans le développement de ta boîte, ça va poser problème. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a effectivement fermé cette entreprise-là, parce qu'on s'est rendu compte, si tu veux, au bout de 3 ans, qu'on n'était pas forcément aligné sur la façon, justement, de développer cette entreprise. Oui, ça allait vite. Oui, sur le papier, effectivement, c'était joli, mais dans le fond, on se rendait compte que voilà, on n'avait pas forcément la même volonté de donner de la pérennité à l'entreprise, et donc c'est ça en fait si tu veux qui a pêché. Alors on dit souvent que c'est au bout de la 3e boîte que tu réussis. Bah là je me rends compte qu'effectivement il a fallu passer par cette étape-là pour apprendre quelque part de nos erreurs, et je pense que c'est hyper important d'apprendre de ces erreurs. Il n'y a pas de jugement, tu vois. On peut tous effectivement monter des boîtes, les fermer, ça coûte un peu d'argent, ça prend du temps et ainsi de suite, mais c'est pas grave. C'est qu'est-ce que t'en retires, quelle est la leçon que tu retires en tout cas de cette erreur-là qui est importante. Et aujourd'hui, Sioux effectivement est la 3e entreprise que j'ai montée avec un nouvel associé, et justement on essaye d'apprendre justement de ce passé-là, de tout ce qu'on a fait comme erreur pour ne pas les reproduire aujourd'hui. Et quelle erreur justement tu as retenue que tu ne ferais plus jamais? L'erreur, je parlais tout à l'heure de la question de l'association. Il y a 2 erreurs. La première, c'est effectivement d'aller trop vite. En gros, de pas mettre de plan, tu vois, de stratégie en place. Je sortais d'une grande compagnie dans laquelle tout était structuré. Tu avais un pôle juridique, tu avais un service RH, tu avais un service comptabilité, tu avais un service back-office, ainsi de suite. Tout est super structuré quand tu viens des grandes boîtes. Et c'est vrai que quand tu te lances à ton compte, quand tu es solopreneur ou quand tu es ou même quand tu t'associes, il faut être vachement vigilant, si tu veux, à toutes ces thématiques-là. Et si tu prends pas le temps de vraiment être structuré sur chacun des départements que j'énonçais tout à l'heure, à un moment donné, ça va pêcher. Et moi, j'étais focus sur le développement commercial. Et j'ai pas fait attention à tout le reste. C'est-à-dire la RH, la compta, derrière la gestion du SAV. Et on s'est fait un peu déborder par tout ça. Et si effectivement je devais éviter de faire cette erreur, ou tout du moins donner un conseil pour permettre effectivement aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui de faire cette erreur, c'est clairement de se dire, OK, quels sont les départements que je dois gérer et comment je suis structuré là-dedans. Et au-delà de comment je suis structuré, c'est quels sont les hommes et les femmes que je vais mettre en place, parce que ça aussi, ça a été une fragilité chez nous, c'est qu'on n'avait pas, on voulait tout gérer. Tu vois, on voulait être les maîtres à bord et gérer effectivement le business de A à Z. Sauf que 30 bonhommes ou 30 femmes, tu les gères pas. Il faut vraiment te faire accompagner, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et je crois que c'est Bernard Tapie qui disait ça à un moment donné dans un de ses interviews, c'est que tu peux être bon, tu vois, mais tu peux pas être bon partout parce que tu as 30, 40 ans. Même si tu as la niaque, effectivement,
tu peux pas en fait être bon sur le juridique, être bon sur la RH, être bon sur la comptabilité, être bon sur le développement commercial de ta boîte, être bon sur le marketing, la visibilité. Et donc, il faut que tu te fasses accompagner là-dessus. Et clairement, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sur lequel on s'est dit plus jamais, on va mettre des personnes en face, des responsables de chaque département. Et bien évidemment, on va essayer de comprendre, de chapeauter tout ça, mais plus jamais on essaiera de gérer le business dans son intégralité parce que forcément, il y aura des failles. On n'est pas bon sur tous les domaines. Tu vois, sur le podcast, il y a beaucoup de solopreneurs qui nous écoutent. Et quand tu dis de mettre des hommes et des femmes à la place des postes clés, tu vois, type département dans une grosse boîte, alors là, je vais faire un peu l'avocat du diable, tu vois, mais c'est pas toujours possible parce que ils ont pas les moyens, que ça se structure pas de la même manière, en tout cas pas au départ. Donc, qu'est-ce que, par ton erreur, tu pourrais leur conseiller? Tu sais, je pense, je suis complètement d'accord par rapport à ce que tu dis. Quand tu es solopreneur, t'as pas forcément tout le temps le budget pour le faire. Parce que tu viens de démissionner parfois d'une boîte. On les connaît, hein, les solopreneurs, notamment dans le bien-être. Nous, chez Sioux, on a énormément de clients qui sont des thérapeutes, qui sont des coachs. Donc, on les connaît effectivement plutôt bien. Et ce sont parfois des gens qui ont démissionné d'une boîte ou qui ont fait une rupture conventionnelle, qui ont droit aux ACDIC, au Pôle emploi, mais pas tous. Et donc, comment effectivement je me structure? Je pense que c'est pas parce que t'as pas les moyens, tu vois, financiers de te structurer que tu peux pas te faire accompagner. Et c'est là où je suis complètement aligné par rapport à ce que tu proposes, Léa. Moi, si tu veux, je pars du principe que si t'as pas les moyens financiers de recruter un responsable RH, un responsable marketing, un responsable sales pour aller prospecter, ok. Mais à côté de ça, t'as aujourd'hui tout de même des centres de formation qui, comme toi, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des boîtes de com. Il y a aussi aujourd'hui sur Malte des indépendants que tu peux prendre à l'heure, tu vois, qui vont te facturer à l'heure. Et un coaching, ça va peut-être te coûter 60, 80. Bien sûr, tu as des coachings qui coûtent 300, 400, 500 euros de l'heure sur des niveaux élevés. Mais je pense que entre aller bille en tête, vouloir développer son business seul, sans pour autant savoir comment je développe un site internet, quel est mon avatar, c'est-à-dire quelle est la personne à qui je m'adresse, comment je m'adresse à lui, est-ce que je fais un site internet, quelle est la charte graphique que je vais utiliser sur mon site internet. Avoir un site vitrine, c'est bien, mais si derrière je peux pas positionner des rendez-vous, bah derrière il me manque un call to action, tu vois. Derrière, est-ce que je fais des cartes de visite, est-ce que je vais dans des clubs d'affaires, est-ce que derrière, donc toutes ces questions-là, je pense que tu ne peux pas aller à la guerre sans avoir au préalable pris le soin de te préparer pour aller à la guerre. Et aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être un commercial, qui doit gérer ses rendez-vous, honorer ses rendez-vous. Mais déjà, à proprement parler, si déjà t'as pas de rendez-vous ton agenda, tu peux être thérapeute, avoir toutes les qualifications que tu veux. Moi, parfois, je vois des thérapeutes aujourd'hui, ils sont énergéticiens, hypnothérapeutes, sophrologues, magnétiseurs, coachs. Alors ouais, en termes de diplôme, c'est top. Mais par contre, quand on leur pose la question, et on a beaucoup de discussions, parce qu'on fait aussi un peu des podcasts, un peu comme tu proposes là, où on essaie de comprendre la vie de l'indépendant, la vie de l'entrepreneur, parce que ça nous intéresse, on se rend compte que bien souvent, ils ont 3-4 rendez-vous dans la semaine. Donc ça aussi, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur le rôle de l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très bien accompagné, très bien préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 mois en arrière, j'étais responsable RH dans une boîte. Et aujourd'hui, je suis indépendant, je suis thérapeute, mais je suis pas préparé, tu vois, je suis pas accompagné. Et là, on se rend compte que, alors, tant que les ACDIC, elles sont là, on se dit, c'est bon, j'ai 1 an, j'ai 2 ans, tu vois, pour voir grandir mon entreprise. Et souvent, malheureusement, aussi, ce qu'on voit, et peut-être que tu le vois aussi, Léa, c'est qu'au bout de 2 ans, quand il n'y a plus le Pôle emploi, on n'a pas mis en place les bonnes stratégies, et donc, je reprends un job de salarié. Parce que peut-être que je me suis rendu compte que c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué?
parce que peut-être j'ai pas mis en place toutes les strates nécessaires à faire en sorte que mon entreprise puisse être pérenne dans le temps. Donc, ce serait quoi pour toi la plus grande qualité que devrait avoir un solopreneur dans le milieu du bien-être pour réussir? Tu sais, on dit souvent qu'il y a 4 types de personnalités dans le monde. Il y a les déterminés, il y a les empathiques, il y a les factuels et il y a les imaginatifs. On appelle ça la méthode DEFI. D-E-F-I. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il faut avoir un peu de tout. Il faut être déterminé. J'en étais sûre. Il faut être empathique. Il faut être factuel. Et il faut être imaginatif. Et peut-être, je ne sais pas si c'est la vérité, mais peut-être que souvent, dans les entrepreneurs du bien-être, il y a peut-être beaucoup d'empathie. Il y a peut-être beaucoup d'imagination. Parce que j'ai envie effectivement de répandre le bien-être autour de moi. Ok, top, sur le papier, à 2000%. Mais est-ce que ces entrepreneurs dans le bien-être sont suffisamment déterminés? Déterminés par rapport à quoi? Par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Mais est-ce que déjà je me suis fixé un objectif? Ça commence par là. C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est de pouvoir faire du bien-être, de pouvoir soigner les gens, les accompagner, les rendre en meilleure santé. Ok, ça c'est ta mission. Mais comment tu vas la mettre en place, ta mission? Si t'as pas de business model, si t'as pas de business plan, si tu ne sais pas combien il te faut de rendez-vous dans ta semaine, si tu ne sais pas comment il faut prospecter, combien d'appels téléphoniques il faut faire, combien de relances, comment je vais aller prospecter pour créer mon réseau. Donc, la détermination. Mais la détermination, sans le côté factuel, ne suffit pas. Il faut que je pose des chiffres. Et pose des chiffres, c'est faire son propre reporting. Chaque semaine, est-ce que je suis en phase avec mon objectif? Tu sais, quand on a tous été salariés, on a tous eu ces rendez-vous avec nos managers, nos N+1, on trouvait ça super chiant, en fait, réellement. En fait, le côté reporting, compte rendu, ça me casse les pieds. Le fameux lundi, combien t'as pris de rendez-vous? Est-ce que t'as atteint tes objectifs? C'était chiant. Et en fait, on voulait pas le faire. Sauf que la réalité, c'est que c'était vachement bénéfique. Parce que quand t'as un mec ou une nana qui te fout la pression chaque lundi ou chaque vendredi en te disant, Léa, est-ce que t'as pris tes rendez-vous? Est-ce que t'as relancé tes clients? Ouais, c'est chiant. Mais par contre, c'est super efficace. Et ça, je pense que quand on est solopreneur, on le fait plus. Et c'est justement logique. On a quitté une boîte où on ne voulait plus de ce genre de reporting parce qu'on n'était plus aligné sur la stratégie de la boîte, sur les valeurs. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est que ça fonctionnait. Tu vois? Et nous, on fait le choix. On se dit, non, je fais un bras d'honneur à tout ça et je vais partir la fleur au fusil, cuit les petits oiseaux et je vais aller faire du bien-être. Ouais. Mais si mon petit chéri ou ma petite chérie, t'as pas derrière en place le plan qui va bien, dans 2 ans, ta boîte, c'est terminé. Parce que tu t'es pas fixé d'objectif et que derrière, on n'a pas forcément mis en place justement tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, pour répondre à ta question, le conseil, c'est oui, de pas oublier la mission qui est la nôtre, mais surtout de être lucide, être rationnel, être concret, factuel, proactif. Ça n'arrivera pas si derrière il n'y a pas les bonnes stratégies. Tu sais, nous, on travaille énormément par réseau, le bouche à oreille. Ok, il y a plein de stratégies. Tu sais, Léa, pour récupérer du contact. C'est effectivement les clubs d'affaires. Ok. C'est la visibilité sur Internet. Ok. Mais ça peut être également des jeux concours. Ça peut être également
tout simplement de la récupération d'adresses. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vas faire un soin. Imaginons que tu es ostéopathe, tu te déplaces. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui se déplacent maintenant au domicile des gens. Tu peux effectivement, à la fin du rendez-vous, leur demander, bien évidemment, en même temps qu'ils vont mettre un avis sur Google, de leur dire, OK, est-ce que vous avez 3-4 personnes de votre entourage qui, comme vous, consultent régulièrement des ostéopathes? Ouais, OK. Quelles sont ces personnes-là? Rien ne t'empêche, en fait, de prendre un petit carnet et puis de noter les 3-4 personnes que tu vas pouvoir après appeler de la part, justement, de ton client, de ton patient, ça dépend comment tu l'appelles. Et si tu veux, ce sont plein de petites techniques que je pense qu'il est nécessaire en tout cas de mettre en place pour pouvoir faire en sorte que justement demain ton activité se développe. Alors nous on est habitués, pourquoi? Parce que on a justement, si tu veux, ce passif de commercial où pendant des années on a blindé nos agendas et c'était notre métier, si tu veux, d'organiser effectivement. Mais voilà, je pense que c'est nécessaire de garder une forme de lucidité justement sur les clés du succès, enfin les clés de la réussite de l'entrepreneuriat. Et pour moi, l'une des clés de la réussite de l'entrepreneuriat, c'est avant tout la prospection, parce que t'as beau être le meilleur, le plus grand talent, le plus grand magnétiseur ou n'importe quel métier, le plus grand boulanger, mais si derrière il y a personne qui vient dans ta boutique, tu ne vendras jamais ton pain. Et donc ça, à mon sens, c'est souvent ce qui manque aujourd'hui aux solopreneurs, c'est que cet aspect formation pour être un très bon commercial dans son domaine. Déjà, merci pour tes conseils, tout ce que tu as dit effectivement sur la partie commerciale. On en parle peu de la prospection et je pense que tu as donné des pistes de réflexion, voire d'action. Tu parles beaucoup de Suits et du fait que vous êtes habitué avec cette cible, cette audience, à les avoir, à connaître leur parcours, etc. Je sais aussi que tu es passionné de développement personnel, notamment avec Tony Robbins, que tu as pu suivre, ou Franck Nicolas ou d'autres. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre une assurance comme Suits et le développement personnel? C'est quoi le lien? C'est Jérôme le lien? On crée souvent des boîtes à notre image. Ça serait d'ailleurs super ennuyant de créer une boîte qui ne correspond pas. Donc oui, effectivement, je trahis aucun secret, mais moi je suis dans le développement personnel depuis 2014, donc on est en 2024, ça fait quand même 10 ans effectivement que je suis là-dedans, en ayant participé effectivement à des sessions de coaching individuelles, parce que je pense que c'est nécessaire en fait de se faire coacher à tous les niveaux, Léa. Et je pense qu'il faut savoir être humble, tu vois, être humble là-dessus. Peu importe notre âge, peu importe notre expérience, on a tous à apprendre. On a tous à apprendre parce qu'on a tous des carences, des faiblesses. Je connais pas un entrepreneur qui honnêtement te dirait qu'il n'a rien à apprendre. On a tous à apprendre. Et encore aujourd'hui, même si ça fait tu vois 10 ans que je suis là-dedans, tu parlais d'Anthony Robbins, tu parlais effectivement de Franck Nicolas, ou on parlait effectivement de David Laroche, ou effectivement plein d'autres qu'on pourrait citer. Ça te permet en fait de te nourrir, ça te permet effectivement de grandir, de mûrir effectivement sur ta perspective des choses, sur ton rapport à l'autre. Et quand on a créé Sioux, on a voulu créer une boîte qui aussi fasse du bien. Tu vois, souvent l'assureur a eu l'image de l'assureur un peu voleur, tu vois. Et malheureusement, on hérite aujourd'hui un peu de cette image-là. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai 44 ans, j'ai des enfants et j'ai pas envie, si tu veux, de leur transmettre des valeurs qui soient justement ces valeurs-là. Où en gros, on nage, c'est comme ça. Voilà, où on ramène tout ça vers soi. Moi je pense que il y a la possibilité aujourd'hui d'aller créer des boîtes où tu vas gagner de l'argent parce que ça reste le principe d'une boîte, n'est pas philanthrope. Quand tu développes une boîte, tu as des collaborateurs, tu dois payer des charges, tu dois payer tes collaborateurs, tu dois investir dans ta R&D. Donc le principe d'une boîte à la base, c'est aussi de gagner de l'argent. Mais je pense qu'il y a aussi derrière la possibilité de le faire avec du sens, tu vois, avec des valeurs.
Et quand on a créé Sioux en 2021 avec mon associé David, on s'est dit, il y a un modèle win-win là-dedans. Il faut que l'assurance puisse protéger les gens, mais en même temps leur permettre de récupérer une partie de leur cotisation d'assurance quand ils sont pas malades. Ça, c'est un modèle, tu vois, qui, à mon sens, fonctionne. On prend Uber. Quand Uber est arrivé en France, les taxistes, tu vois, c'est pas la joie. Ça sentait la cigarette, le mec qui roulait n'importe comment, les taxis étaient imbuvables. Uber est arrivé en France, ça a complètement bousculé le monde du taxi. Maintenant, tu as les VTC qui sont arrivés. Et tu prends un taxi, voilà, les mecs sont en costume aujourd'hui. On retrouve du service. Et je pense également que il y a besoin de dépoussiérer justement le monde de l'assurance, notamment en mettant de la prévention dans tout ça. Le rôle d'un assureur, selon moi, c'est pas uniquement de rembourser des factures. Ça serait vraiment limiter notre métier à pas grand-chose. Le rôle d'un assureur, pour moi, c'est de permettre à ses clients d'être et de rester en bonne santé le plus longtemps possible. C'est pour ça que je fais souvent le lien avec le développement personnel. Pour moi, si tu es bien dans ta tête, tu vas être bien dans ton corps. On connaît effectivement le lien entre les deux. Et donc, pousser comme ça la médecine douce, comme on le fait aujourd'hui, on a créé, si tu veux, une sorte de club, on appelle ça le club des Happy Partners, ou le club Avantage. En gros, on a négocié des tarifs préférentiels chez des coachs, chez des thérapeutes, dans les médecines douces, dans les salles de sport. Pourquoi ? Parce qu'on a envie que nos clients puissent prendre soin d'eux. S'ils sont heureux, ils vont être plus heureux avec leur famille, tu vois, plus efficaces au boulot et ainsi de suite, tu vois. Tu parles de santé mentale, là. La santé mentale. Ouais, tu exactement. Et donc, oui, alors ça vient peut-être effectivement on va dire de mon amour effectivement pour le développement personnel, qui fait qu'on a justement mis en place justement ces accords partout en France avec une 50aine de partenaires. Il y en aura plus d'une centaine d'ici la fin de l'année. Et on veut que nos clients puissent prendre soin d'eux intellectuellement, mais également dans la vie de tous les jours en faisant du sport et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le coaching, tout ça, les salles de sport, c'est quelque chose de primordial chez nous. Et c'est pour ça qu'on essaye régulièrement de mettre en place des accords avec des grandes chaînes sportives, avec là, on vient de rentrer, par exemple, un partenariat au niveau national avec Garmin. Tous nos clients ont 25% de réduction chez Garmin France. Donc voilà, en tout cas, c'était vachement important pour nous de pouvoir justement proposer ce type de partenariat parce que on est intimement convaincu que le bien-être aujourd'hui a complètement sa place dans le rôle des assureurs. Et tu as aussi des partenariats avec des sophrologues, des naturopathes, ou ça va venir ? On en a aujourd'hui déjà avec des sophrologues et des naturopathes. On invite effectivement toutes les personnes qui sont dans le bien-être aujourd'hui et qui souhaitent justement proposer leurs services à venir nous rencontrer. On a sur le site de Sioux, SYOUX.net, un onglet qui s'appelle partenaire. Et si vous êtes thérapeute et que vous souhaitez effectivement proposer vos services et que vous êtes d'accord, pour le coup, de faire une petite réduction, 5, 10, 15% à nos assurés pour les aider avec nous à prendre soin d'eux avec grand plaisir. Et tu vois, et c'est ce partenariat, je parlais tout à l'heure de win-win, je pense que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, effectivement, on est complètement dans cette démarche d'aller rencontrer des thérapeutes qui ont les mêmes valeurs que nous. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent répandre justement le bien-être à un tarif accessible, bien évidemment. Bah oui, puis en faisant ça, vous contribuez vraiment à démocratiser les pratiques en les proposant aux assurés, mais aussi aux personnes qui ont envie, pour développer leur entreprise, de s'associer à vous. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait, vers la démocratisation. C'est trop puissant. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, nous, on a une base de clients. On a énormément de contacts chaque mois qui nous sollicitent. On a une base de plus de 10 000 contacts. Et donc, effectivement, on a comme ça cette possibilité, cette capacité
un peu comme ça se fait, tu sais, dans des réseaux, carte blanche, avec les opticiens, avec les dentistes, ainsi de suite. Et je ne comprends pas pourquoi les assureurs, alors je vais pas donner des idées, mais bon, c'est pas grave, on va les donner quand même, mais je ne comprends pas pourquoi les assureurs jusqu'à présent se sont cantonnés à mettre en place des accords avec des dentistes, des opticiens ou des audioprothésistes, mais qui n'ont pas été au-delà. Pourquoi ? C'est hyper intéressant. Moi, j'ai une base de clients, on a des assurés qui, aujourd'hui, ont besoin de faire du coaching, ont besoin d'aller voir des magnétiseurs, des hypnothérapeutes, des sophrologues. On a ces clients-là. Donc, si derrière, effectivement, on crée des accords avec des thérapeutes, ben derrière, on peut leur envoyer nos clients. Les thérapeutes, ils seront d'autant plus contents parce qu'ils vont avoir comme ça des rendez-vous qui vont être alimentés par Sioux. Et je trouve, en fait, ce mariage intéressant à trois, pour le coup, même si la polygamie est interdite en France, mais on a, si tu veux, l'assuré qui s'y retrouve parce qu'il a un tarif préférentiel que nous, on a négocié pour lui chez les thérapeutes. Le thérapeute, il s'y retrouve parce que il a comme ça des clients qui vont prendre rendez-vous chez lui, en l'occurrence nos assurés. Et puis, bien évidemment, nous, on s'y retrouve parce que si nos clients sont en bonne santé, le rôle d'un assureur aussi, c'est de faire attention à ses dépenses. Et donc, on maîtrise également ce qu'on appelle notre sinistralité. Et donc, tout le monde est gagnant, en fait, dans ce modèle-là. Et je n'ai jamais compris pourquoi, effectivement, les assureurs traditionnels se cantonnaient à proposer des accords uniquement avec des opticiens ou des lunetiers, mais pas forcément avec de la médecine douce. Et nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on va accélérer là à partir de septembre. Donc là, j'ai 50 accords. Je pense qu'on en aura plus d'une centaine d'ici la fin de l'année. Et j'invite effectivement vraiment toutes les personnes qui sont dans la médecine douce et qui souhaitent justement nous accompagner dans le développement et la promotion justement de ce type de médecine alternative à se rapprocher de nous. C'est vraiment ça l'axe différenciant de Suits aujourd'hui, cet axe santé mentale, médecine douce. Quand on a créé Sioux et on est passé sur BFM Business il y a pas très longtemps dans une émission qui s'appelle La Pépite. Bravo. Ouais, mais effectivement on est plutôt fiers effectivement parce que si tu veux c'est je dirais pas un critère d'autorité mais en tout cas c'est une récompense pour toutes les équipes. Ça montre effectivement que tout ce qu'on fait aujourd'hui ça marche et toutes les équipes sont fières effectivement de tout ce travail, tout cet engouement qu'il peut y avoir en ce moment autour de Sioux à travers effectivement BFM et d'autres magazines qui sont en train d'écrire des articles sur nous en ce moment. L'élément différenciant, pour répondre à ta question, Léa, oui, il y a effectivement la médecine douce, mais pas que. Je le disais tout à l'heure, on a voulu créer une assurance santé où, en clair, si tu n'as pas ou peu été malade, je trouve normal qu'on te rembourse une partie de tes cotisations d'assurance. Pourquoi ? Tu sais, si tu prends une assurance automobile et que tu t'assures pour 20 000 kilomètres, admettons, t'en fais que 10 000. Bah, tu te dis, en fait, qu'est-ce qui se passe sur ces 10 000 là? J'ai pas roulé, donc j'ai pas eu de sinistre, ainsi de suite. Bah, je trouve normal que ton assureur devrait te rembourser les 10 000 que tu n'as pas roulé. Bah, nous, on est parti du même principe. On est parti dans l'idée de se dire, on va créer une garantie dans lequel tu es très bien couvert sur la partie hospitalière. On va créer à côté un compte épargne sur lequel chaque mois, on va verser une partie de tes cotisations d'assurance. C'est un fonds de prévoyance que tu vas pouvoir utiliser pour la médecine de ville, les dents, les lunettes, la médecine douce, ainsi de suite. Et en fait, cet argent-là, si tu ne l'as pas dépensé, à la fin de l'année, il y a 3 possibilités. La première, on va reporter ce que tu n'as pas dépensé d'une année sur l'autre. Et ça permet d'être encore mieux couvert au fil du temps. Et je trouve l'idée plutôt intéressante, intelligente. Soit tu vas pouvoir l'utiliser effectivement chez tout un tas de partenaires dont on parlait tout à l'heure, des coachs, des thérapeutes, des salles de sport, ainsi de suite. Et la troisième des possibilités, c'est que cet argent que tu n'as pas dépensé, donc j'ai payé ma cotisation d'assurance, ok, mais à la fin de l'année j'ai pas été malade ou peu, ben l'argent que tu n'as pas dépensé, tu vas pouvoir le récupérer sur ton compte courant et ça permet à Sioux d'être la première assurance santé remboursable en France. Ouais, c'est fort. Pourquoi en fait ça nous tenait à cœur, Léa? Il y a une histoire là-dedans. Et l'histoire, elle est sincère et elle est authentique. Je le disais tout à l'heure, j'ai commencé l'assurance en 2009. Et j'ai commencé mon métier
dans une ville qui s'appelle Montreux-Foltionne. Montreux-Foltionne, pour ceux qui taperont sur Internet, ça se trouve en Seine-et-Marne, dans le 77, et c'est la ville la plus pauvre de Seine-et-Marne. Et un jour, j'ai une femme avec 3 enfants qui vient me voir, et j'ai 2 histoires même à te raconter, et qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Estevez, j'aimerais bien mettre en place une mutuelle. Et elle me dit, notamment pour mes enfants. Je lui dis d'accord. Je lui dis, combien vous avez d'enfants? Elle me dit, j'ai 3 enfants. Je dis, ok. Je commence à lui faire un devis pour les 3 enfants. Et là, je lui montre le devis. J'étais dans une grande compagnie d'assurance. 3e assureur européen. C'était aux alentours de 2010-2011, je crois. Et je lui montre le devis. Devis tout à fait raisonnable dans les prix du marché. Et elle me dit, et si on enlève cet enfant-là, qu'est-ce que ça fait? Je lui refais un deuxième devis sans son 3e enfant. Et en gros, elle me dit à la fin, écoutez, on va couvrir que cet enfant-là. Et ça, si tu veux, cette histoire, elle est assez dure parce que cette femme-là, femme isolée, mère célibataire, n'avait pas les moyens financiers de protéger ses 3 enfants. Et elle a dû faire le choix de protéger un seul de ses enfants. Si tu veux, tu peux pas rester insensible, Léa. Non, c'est clair. Quand tu es père de famille, à ce genre de situation. Si toi, tu as 3 enfants et que demain, tu es obligé de choisir lequel de tes enfants tu vas couvrir, c'est terrible, tu vois. Bien sûr. J'arrive un jour chez une personne retraitée. Il faisait tellement froid chez elle que j'étais obligé de garder mon manteau sur moi. Et je lui dis, il fait bien froid chez vous. Et elle me dit, oui, mais j'ai pas les moyens financiers de me chauffer. Et elle me dit, c'est soit je prends une mutuelle, soit je me chauffe. Mais aujourd'hui, je suis malade. Et aujourd'hui, je dois faire le choix d'une mutuelle. On en arrive, Léa. Et ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est, tu sais, on dit souvent, Léa, et là, je te parle avec beaucoup de sincérité, que avant de créer une entreprise, il faut que tu sois au cœur de ton métier. Il faut aller dans le métro. Il faut passer 15 ans de ta vie dans le métro pour voir comment vivent les gens. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à assurer des personnes. Et je connais les problématiques. Je sais qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens financiers de se protéger. Donc, par rapport à cette histoire, je pense qu'il était nécessaire de créer justement une assurance qui permette aux gens d'être à la fois assurés et à la fois d'avoir un retour sur investissement quand ils sont plutôt en bonne santé. Tu vois? Et c'est grâce effectivement à cette histoire-là, enfin à cette ASSU, je pense que enfin aujourd'hui, on a de nouveau des gens qui retrouvent une forme de protection sociale qu'ils n'avaient plus. Il y a 3 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont plus la chance d'être assurées. Et moi, je trouve ça dommage. Et justement, c'était ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire de redonner la possibilité aux gens de retrouver une forme de protection. Merci beaucoup pour toutes ces histoires de vie que vous avez. Effectivement, ça va beaucoup plus loin que l'assurance ou la santé. C'est un projet de vie en fait que tu as là. Et moi, il y a une question, ce sera ma dernière question en tout cas pour aujourd'hui, parce que j'ai toujours plein de questions, tu sais, pour mes invités. Est-ce que tu pourrais nous partager le plus grand défi que tu as dû surmonter depuis la création de Suit, justement? Oui. Si je réfléchis, peut-être le plus grand défi qui me vient tout de suite en tête et qui me paraît assez évident, si tu veux, c'est que quand tu crées une société dans un univers dans lequel il y a des mastodontes, au début, c'est super compliqué de trouver, de faire sa place. L'univers de l'assurance, c'est un marché qui est très concurrentiel, énormément concurrentiel. Comment tu veux réussir à faire ta place sur un marché où tu as des mastodontes, ça fait des dizaines, voire des centaines d'années qu'ils sont là. Ils ont une puissance financière qui est colossale. Et toi, tu as décidé de t'attaquer à ce marché-là. Donc, tu es un jeune pousse. Et comment? Donc, tu vas réussir justement à pénétrer ce marché-là. Si tu essayes de te battre sur les mêmes, on va dire,
de la même manière que les autres, t'as pas le même budget, t'as pas la même puissance de feu, donc tu pourras jamais en fait les concurrencer. Nous, ce qui nous a sauvés, et je pense que l'entrepreneur, si effectivement il est sur ce marché-là, ce qui peut le sauver, c'est son imagination. On parlait tout à l'heure des déterminés empathiques, factuels et imaginatifs. C'est son imagination, tu vois, c'est son innovation. Qu'est-ce qui fait que, grâce à son innovation, il va pouvoir pénétrer un marché comme celui-ci? Et derrière, on a une chance, c'est que les réseaux sociaux nous aident énormément. Instagram, TikTok, Facebook, Google, YouTube. Pour peu que tu aies un produit qui soit innovant, aujourd'hui, en communiquant sur les réseaux sociaux, tu vas réussir à faire connaître, à te faire connaître et à aller justement chercher des parts de marché qui, au début, te semblaient presque inaccessibles. Et je pense qu'effectivement, trouver la faille du système, tu vois, qu'est-ce qui ne... Se différencier. Se différencier. Ouais, on disait tout à l'heure, voilà. Je pense qu'effectivement, le bon mot, c'est ça, Léa. C'est réussir à se différencier aujourd'hui et à communiquer justement sur cette différence. Ouais, c'est ça, c'est ce que, en fait, le défi que tu partages, c'est exactement le conseil qu'on donne aux professionnels du bien-être qu'on accompagne, tu vois. Parce que, effectivement, il y a ce danger, cette peur constante de se dire mais je suis l'énième naturopathe, l'énième hypnothérapeute, etc. Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de différent, etc. Mais il faut travailler sur cette différence et tu l'as très justement dit, sur son avantage concurrentiel, sur qu'est-ce qui fait que je suis moi et que les autres, on dit souvent, sont déjà pris. Et de communiquer dessus à fond, c'est clair. Merci beaucoup. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça demande, pour le coup, un travail au préalable de se dire quel est justement mon marqueur, tu vois, quelle est ma différence. Et ce travail, alors tu peux le faire, hein, ça s'appelle un SWOT. Tu vas effectivement regarder la concurrence, comment toi tu te différencies. Donc ce fameux SWOT, il faut le faire, soit seul, soit en te faisant accompagner. Et c'est justement peut-être ce que toi tu proposes dans justement l'accompagnement avec ton centre où on prend le temps. On arrête de ravitailler en vol, on pose l'avion, on regarde et on essaye justement de trouver, là effectivement, clairement, il y a un élément différenciant. Et on va tout miser là-dessus. Ouais, c'est clair. C'est ce que vous avez fait aussi avec Suits. Vous êtes hyper structuré, processé, vous avez tout analysé. Tu revenais aussi, je reviens aussi sur ce que tu disais au tout début de l'épisode où tu parlais de pas y aller à la one again, mais d'être vraiment business model, de faire les bases. C'est exactement ce que vous avez fait avec Suits. Donc, je vous souhaite plein de succès avec cette entreprise et surtout avec ce modèle qui est pour moi, à mon sens, dans le sens de l'histoire et pas l'inverse. Donc, merci de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui et avec tous les conseils, tout ça. Je peux pas résumer. Ouais, merci en tout cas, Léa, pour l'invitation. Et comme je le disais, effectivement, c'est vrai que on est dans un monde où, surtout en France, on a souvent tendance à un peu s'apitoyer sur notre sort, mais derrière, c'est tellement agréable, tellement passionnant. Et je pense qu'il faut qu'il y ait de la passion, effectivement, dans ce qu'on fait, parce que elle nourrit quelque part tous les espoirs. Elle va nourrir, justement, toute cette charge de travail qu'on va devoir, tous ces sacrifices qu'on fait au quotidien. Mais la cause est tellement belle que je pense que c'est nécessaire d'en parler et justement de s'entourer aussi des bonnes personnes, parce que on parle d'énergie positive, souvent dans le bien-être. L'entrepreneuriat, c'est fou comme on peut se partager comme énergie. C'est fun, c'est agréable, c'est inspirant. Et moi, j'adore en fait ces moments d'échange, tout simplement. Moi aussi, j'adore. Merci Jérôme d'être venu sur le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver Suits? On est présent sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, et puis bien évidemment sur le site sioux.net, SYOUX.net. À la française, on prononce pas le X à la fin. sioux.net. Puis on a un partenariat avec vous aussi, donc vous pouvez le retrouver sur les partenaires de Copléni sur le site de copléni.fr. Et on a un petit cadeau, je le remettrai
dans la description du podcast parce que on a négocié avec Jérôme un petit cadeau pour vous, pour les nouveaux adhérents. Oui, effectivement, il y a une réduction effectivement pour toutes les personnes qui passent par Coplénie. Donc, avec grand plaisir, vive Coplénie et puis voilà. Longue vie. Je crois qu'on se retrouve effectivement prochainement. Mais en tout cas, merci Léa pour tout ce que tu fais également, justement pour tous ces entrepreneurs aujourd'hui. Je trouve que c'est on parlait tout à l'heure d'inspiration et moi je trouve que ce que tu fais c'est très inspirant. En tout cas, merci. Oh, merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup pour ce compliment. Je te dis à bientôt. Oui, effectivement, on se retrouve bientôt sur le sommet des professionnels du bien-être. À bientôt, Léa. Merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt.